Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, le reportage de Sonic and All-Star Racing, la critique de Disney Epic Mickey, le retour des héros, c'est bizarre, il y avait un Koh-Lanta qui s'appelait comme ça, Retro and Magic, The Bard's Tales, mais on commence avec les news et avant... Voilà, on s'est téléporté à Montpellier et on est au MIG, au Montpellier In-Game, vous voyez, c'est juste derrière moi. On va voir les trucs qui sont les plus fous, je vais peut-être me faire battre par une fille aussi, vous allez voir, mais juste avant, on regarde les news. Kickstarter, encore et toujours la plateforme de crowdfunding, c'est très bien, mais personne ne peut participer à tant de projets intéressants qui mériteraient de voir le jour. La compétition pour se démarquer est donc féroce. Certains proposent des primes alléchantes, d'autres un concept intéressant, et certains peuvent jouer la carte de la nostalgie. C'est un peu tout ça que proposent Dave Marsh et Carl Roelofs avec leur reboot de Shadowgate, un des premiers jeux point and click à avoir vu le jour. Le jeu original d'abord créé sur Apple IIgs en 87 a été connu par beaucoup de joueurs grâce à ses nombreux portages. Le plus célèbre d'entre eux fut sans doute celui de l'éditeur japonais Kemco pour NES en 89. Le jeu connut une suite pour N64 en 99, mais l'accueil fut mitigé et les créateurs originaux peu impliqués dans ce titre. Aujourd'hui, les deux compères ont créé leur société ZoJoy et ont récupéré les droits sur leur titre. Ils se lancent dans l'aventure Kickstarter pour proposer aux joueurs une version de Shadowgate remise au goût du jour. Reprenant le gameplay du premier volet, mais avec des énigmes remaniées ou tout simplement inédites, le jeu se veut à la fois respectueux du titre original, tout en offrant une nouvelle expérience. Par exemple, il est prévu 2 pistes musicales, une piste orchestrale ou une piste rétro, avec les musiques du compositeur japonais Masuno Hiroyuki. Bien sûr, le développeur a pensé à de nombreux bonus pour ceux qui auront contribué au financement du jeu. Par exemple, la quinzaine de personnes qui auront généreusement injecté 2500 $ dans la campagne auront droit entre autres à une réplique du Staff of Ages, le puissant bâton magique du jeu grandeur nature. Le studio indépendant de Virginie a pour but de récolter 120 000 $ en un mois, et à l'heure qu'il est, la campagne vient tout juste de se terminer. Il faut espérer pour eux que l'aventure ne se termine pas là, ce serait vraiment trop triste. X-Trooper, le spin-off de Lost Planet développé par Capcom, est sorti le 22 novembre au Japon sur 3DS et PS3. L'action se déroule toujours sur la planète Eden 3, où le jeune Blaine va devoir faire face aux dangers du Sublimatum qui menace sa planète. Le jeu se démarque totalement de sa licence d'origine par son esthétique manga, avec ses onomatopées qui surgissent durant l'action et son cel shading très stylé. Entre un mode solo, un mode coop et du multi, le jeu annonce 90 missions, une vingtaine d'armes, autant de personnages, tous customisables pour plus de 18 heures de jeu. Malheureusement, aucune sortie européenne ne semble prévue à l'horizon. Si de nombreux projets sur Kickstarter demandent de l'aide au public pour réunir une somme qui se révèle parfois ambitieuse, d'autres ont des objectifs beaucoup plus modestes, du moins au début. Le studio Robot Loves Kitty propose donc Legend of Dungeon, un Dungeon Explorer, où il faudra vous aventurer jusqu'au 26e dessous pour vous emparer du trésor avant de remonter à la surface. Avec un design plein de pixels comme on aime, le jeu propose aussi du jeu en coop jusqu'à 4, un contenu généré aléatoirement, un éclairage dynamique et un concept de mort permanente. Si vous jouez à plusieurs et que vous trépassez, vous deviendrez un fantôme jusqu'à ce qu'un de vos partenaires puisse vous ressusciter. Legend of Dungeon ne se fixait qu'un budget de 5 000 $ à atteindre. Somme réunie en à peine 24 heures et il reste encore un peu moins d'un mois au jeu pour exploser ses objectifs et se constituer un pécule confortable afin de développer au mieux son jeu. Une stratégie comme une autre pour montrer l'intérêt que le public peut avoir pour son projet. De retour dans 101%, nous sommes toujours au MIG, donc au Montpellier In-Game. Vous vous rappelez sur nos lives, on avait montré un petit robot qui savait faire plein de choses, on avait fait un reportage. Et ben au MIG, on peut voir que le robot, il peut conduire une voiture. Oh les mains, c'est bon, conduis, vas-y. Chope le carré. Tu peux me donner le carré? J'ai pas le droit de faire de la pub, mais c'est trop bien. Merci, salut. Vous voyez, une petite caméra, et il permet de conduire, et en fait, ils conduisent avec une manette de Xbox. C'est parce qu'il est pas encore assez intelligent pour conduire tout seul. En fait, ici, il peut suivre la ligne pour l'instant. On vous le montre, il conduit tout seul. Il conduit tout seul? Ouais. Bah allons-y. Donc là, en fait, le robot, il existe déjà, mais les élèves l'ont programmé pour que la voiture puisse être conduite, pour qu'il puisse conduire la voiture toute seule grâce aux caméras qu'il a dans ses yeux, c'est ça? Et suivre la ligne rouge qui est juste là. Exactement. Le principe, c'est de pas avoir, c'est d'un robot qui conduit une voiture normale. D'accord. Elle est partie, il est parti. Elle est partie.
à terme, c'est pour amener à quoi en fait? C'est pour avoir des voitures qui pourraient se conduire toutes seules? C'est ça, l'idée, cette voie-là de la robotique, c'est un robot qui est capable de conduire un véhicule normal. D'accord. Ouais, ce projet à l'origine, ça nous a été proposé par la direction d'Epitech Montpellier. Ouais. Et donc au début, on partait sur un principe de robot qui part sur un Bomberman, etc. Puis on a développé pour finalement partir sur un robot qui conduit une voiture. Attends, vous voulez faire un robot qui jouait à Bomberman? En fait, qui remplaçait le Bomberman, c'est-à-dire qu'il jouait en vrai dans un labyrinthe. D'accord. Et finalement, on est parti sur un robot qui conduit une voiture parce que ça nous permettait de faire plus de choses. C'est-à-dire que pour l'instant, on contrôle, ensuite il suit une ligne. Et bientôt, on va faire en sorte qu'il soit autonome, c'est-à-dire qu'on lui donne une carte de l'environnement dans lequel il est. Et après, il se repère à partir de la Kinect ou autre capteur radar. Et il se repère et on lui dit d'aller à tel endroit, il y va tout seul vraiment sans avoir de ligne ni rien. Et au final, il devra mapper l'environnement qu'il a, donc la carte, et pouvoir se repérer dedans sans la connaître à l'origine. D'accord, super. Normalement. Au milieu d'une flopée de titres téléchargeables, certains originaux, mais la plupart n'étant que des versions HD de vieux jeux cultes, Sega sort en cette fin d'année Sonic and All-Stars Racing Transformed. Si le jeu original sorti en 2010 n'était qu'un Mario Kart-like de plus, cette suite semble avoir su revoir son approche pour proposer de nouvelles idées et enrichir de manière significative son contenu. La critique étant diffusée très prochainement et le jeu ayant déjà fait l'objet de plusieurs news listant ses features, nous avons donc posé quelques questions très précises à Steve Lycett, producteur exécutif chez Sumo Digital, le studio anglais en charge de tous les jeux de course Sega depuis quelques années. La première de nos questions fut la suivante. L'animation du jeu, c'est du 60 images par seconde cette fois-ci? Everyone wants to know that. It's always the first question. We've actually got a brand new game engine. So this is an engine we've developed specifically for this game. And the reason for that was we've got really kind of realistic kind of water. And we've also got a full physics engine running underneath the game, which makes sure collisions and handling are very realistic. However, because of the water, and because of all the extended physics and the graphical detail, which you'll see in a bit, it only runs at 30 frames a second. Unless, of course, you buy the PC version, in which case it'll run at whatever frame rate your PC can do. Disponible depuis peu sur PS3, Xbox 360, PC ainsi que sur les consoles portables PS Vita et 3DS, Sonic and All-Stars Racing Transformed sera également l'un des titres de lancement de la Wii U le 30 novembre prochain. On peut donc s'interroger sur les ajouts spécifiques à cette version, si tant est qu'il en existe. The Wii U version has had a lot of extra time on it. We've spent all kinds of ideas and tried to use that gamepad as best we can. So there's a couple of key kind of features. First of all, the gamepad means we can do 5-player split screen. All the other versions are 4-player on the TV. You've got a screen to yourself, that's quite cool. That's also allowed us to do some special Wii U only game modes as well. So the player on the gamepad versus the players on the TV. So there may be like a monkey ball, and the other players are trying to collect bananas, and you're trying to squash them. And if you squash them, the ball will get bigger. And it's quite fun, you know, the guys are like, oh, running away. Because you've got the screen to yourself, we can put a map on there so you can see where the players are, but they don't know where you are. And we try and do that as much as we can. Obviously, what we try and do also in single player, it's a racing game, so you're trying to watch the screen most of the time. But what we do, if you lift it up quickly, there'll be a rear view mirror. You can just glance at it, pop it back down, you've not taken your eyes off the main screen. You can also, say mum or dad come back, they want to watch the TV, they want to watch the news or something boring. You can touch the screen, swipe it, and pull the whole game from the big screen to the small screen. And I think I'm not seeing many Wii U games which do that, so it's really quite cool. Il ne sera donc plus nécessaire de pleurer pour grappiller quelques minutes de jeu, histoire d'attendre le prochain point de sauvegarde. Une bonne nouvelle pour tous nos jeunes spectateurs, mais aussi les moins jeunes qui vivent en couple ou en coloc. On sait que les Sonic All-Stars Racing mettent en scène de nombreux personnages Sega, chacun ayant son propre véhicule. Mais cette suite Transformed intègre un invité surprise, révélé il y a peu de temps. Ralph, le héros du prochain long-métrage Disney en images de synthèse. It was a little bit of a surprise to us because Sega came to us and said, we've potentially got a deal with Disney and we're going to bring a character in. And we're like, oh, what's it going to be? Is it like Mickey Mouse and Donald Duck? And they said, no, it's a new video game movie which they're making called Wreck-It Ralph. And so they sent us some early animation tests, they sent us a version of the script, and we were like, this is going to be great, it's fantastic. And what we found was they were taking Sega characters and putting them into the movie. So Sonic's in the movie and Eggman's in the movie and more. And so what we said is like, they approached us and said, wouldn't it be great? Because the premise of the movie is Ralph is a bad guy who moves from game to game finding a new job. If Ralph came and raced in our game, and we went, oh, okay, so he's quite cartoony.
It's definitely video game orientated, so it's a perfect fit. And so we worked together with Disney to bring this character in. And in fact, I met Rich Moore in America when we showed the game at Sonic Boom, which is a big Sonic fan event. And I talked to that guy for 5 minutes. And in those 5 minutes, I realised he was a bigger games geek than most of the people I work with. He really knows his stuff. So it's got a lot of credibility, and I think it's a really nice addition, something you don't necessarily expect. Outre les personnages, Sonic and All Stars Racing Transformed propose également des circuits inspirés de jeux cultes Sega, comme Panzer Dragoon par exemple. Ce dernier avait même été envisagé pour être intégré au jeu originel, mais les développeurs avaient rencontré un problème. On Panzer Dragoon, you want to kind of race around and see the dragons, you know, the big magnificent beasts kind of flying in the air. But if you're stuck to the ground, it didn't really make sense. You don't get to see them, you don't get to interact with them. And when we started this game, because it's all about cars, boats and planes in the course of a track, we went, well, wait a minute, now we can fly. We can now bring Panzer Dragoon into the game. It makes perfect sense. And the same goes for like a level, for example, Sky Sanctuary from Sonic, or perhaps Skies of Arcadia, which is like big battleships in the sky. And so we brought these ideas in, and these are things we've really wanted to do, but this game has made sense. And what happens is, we'll create a list of all the levels we want. We'll then talk to the people at Sega Japan, and we'll go like, can we use these levels? And most of the time the guys are like, what, but this game's not been there for a while, are you sure? And we're like, yeah, this is going to be great, trust us, it'll be great. And they've been really helpful. They'll give us concept artwork from the original games. They sometimes provide us with game models we can upgrade and uprace for HD. And then they'll give us advice. And in some cases, you know, when we went back to them and we showed them the level, almost complete. I mean, we showed the Skies of Arcadia level to the guy who basically designed the original game. And he was almost crying. He goes, it's like, this is what I thought it was going to be like when we made it, but brought up to date. Visiblement très riche, très fanservice aussi, Sonic and All Stars Racing Transformed possède quelques atouts dans sa manche pour aller contrer sur leur propre terrain les Mario Kart et autres F1 Race Stars ou Little Big Planet Karting. La critique diffusée dans quelques jours permettra de se faire un avis définitif sur ce jeu boîte Sega qui pourrait devenir une rareté. Toujours au MIG, toujours pour 101%. Là, nous sommes sur le stand de Spellshot. Alors, Spellshot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est des jeux de plateau sur tablette graphique. Vous dites qu'on en a déjà entendu parler, etc., etc. Mais là, vraiment, les enfants... bon, je suis un peu un gosse, hein, et vous aussi, mais les enfants ne lâchent plus le stand. Donc, j'ai demandé qu'on m'explique le concept de leur jeu. Et on va essayer tout de suite, là, maintenant. Alors, à quoi je joue? Alors, là, on va jouer à Spellshot. Donc, c'est un mélange de jeux de société. Ah, Spellshot, c'est pas votre société, c'est le nom du jeu. Volumique, voilà. Spellshot, c'est le nom du jeu. Et nous, on vient plus ou moins du jeu vidéo. Et en fait, il y a 2-3 ans, on a commencé à retravailler sur les objets, ce qu'on appelle tangibles, physiques. Et on s'est dit, tiens, mais si on arrivait à marier les jeux de société, les figurines, les jeux de cartes, les jeux de plateau, mais les iPads arrivent, les tablettes arrivent, et on adore les jeux vidéo. Donc, est-ce qu'on pourrait, au contraire, au lieu de les opposer, soit ces jeux vidéo, soit ces jeux de figurines, on voudrait mélanger les deux. On a trouvé une solution technique très simple, il n'y a pas de pile, il n'y a rien, qui permet de reconnaître des objets en posant sur l'iPad. D'accord, voilà, donc si je pose, je prends, alors les personnages on choisit ce qu'on veut? Ouais, ce qu'on veut, et par contre ils ont chacun des pouvoirs différents. Voilà. Ouais, moi je vais prendre... Maintenant c'est au hasard. Mais voilà. Je vais prendre les flammes parce que j'aime bien les flammes. Voilà. Ok. Je le pose. Voilà. Alors, voilà, et donc tu vois, il est reconnu. Ah, il est reconnu, voilà, d'accord. Et c'est l'arbre. Voilà. Donc là, alors tu as des sorts. Alors bien sûr, hein, l'idée c'est que chaque personnage est différent, il est reconnu. Et donc ils ont des pouvoirs différents. D'accord. C'est un jeu à partir de 8 ans, hein, mais les grands s'amusent avec. Donc une fois qu'on est OK, t'es sûr, hein, l'arbre contre le feu? Je vais gagner. Alors le but du jeu c'est assez simple, on est dans un terrain, on doit récolter le premier, on doit remplir son coffre. Donc en gros là, dans cette partie, c'est 3 diamants, 3 petites coupelles et 4 couronnes qui sont réparties sur le terrain, d'accord. Et en plus, à chaque tour, il y a de plus en plus de trésors. Voilà. D'accord. Et le but du jeu, c'est du tour par tour. On peut se déplacer dans son terrain. Donc lui, petit à petit, son terrain va grossir. Toi aussi, toi, tu vas tout enflammer. Lui, au contraire, c'est tous les poussières. La nature, c'est la nature. Et le but du jeu, c'est d'attraper ces trésors. Donc par exemple, moi je vais laisser. Alors après, c'est du tour par tour. Hein. D'accord. Donc là, je me mets ici au bord et je me mets dans une direction, je valide. Toi, et ça va agrandir ma zone de déplacement. D'accord. Toi, par exemple, pareil, si tu veux aller là. Alors attends, il faut attendre que ça. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà. Dès que tu as ton rond qui clignote. Ah d'accord, ok. Donc moi je vais aller par là. Tu sors du cercle, donc ça clignote.
Voilà, là c'est Je bon. me mets là, Et là tu passes. je passe. Alors à partir du deuxième tour, c'est bon, t'as assez de passe. mana, toi, parce que t'as des sorts, c'est ça qui est amusant. Ouais. T'as assez de pouvoir magique pour lancer des sorts. Donc il y a 2 types de sorts. Je vais peut-être montrer le route. Voilà. Il y a des sorts qui correspondent au terrain. Donc par exemple, toi tu as des sorts rigolos. Hein. Tu as des sorts de comète, de soleil. D'accord. Lui, il a par exemple un sort où il va souffler devant lui, tu vois, des feuilles. pourrais me Et ça va déplacer agrandir jusque son là-bas. terrain. Voilà. Ah. Toi, tu as des sorts, par exemple, si tu veux. Si je viens là, Alors, si tu vas là. je peux pas peut-être tout de suite. l'attaquer. Non, pas tout de suite. Ça sert à rien d'attaquer. Oh. Attaquer, c'est pour me voler Attaquer, des c'est pour objets. voler des objets. Ah d'accord, t'en as pas, donc faut que je prenne mes objets alors. Voilà. Ouais. Mais il y a un truc qui est pas mal, toi, c'est par exemple, tu peux envoyer des comètes. Donc tu fais ça et donc tu as 2 secondes pour faire le trait. Dessiner le pattern. Ah merde. Voilà. Échec. Ah, voilà, échec. Ah oui, ils en sortent, Voilà. ah ouais. Enfant de 8 ans, voilà. Je suis pas... Et donc, je suis moins qu'un enfant de 8 ans. voilà, voilà. c'est ça. Donc pour ramasser Moi, les je me suis trésors, fait battre par un enfant il de suffit de 5 ans se et placer demi, au-dessus, D'accord. au moins une partie, Et on fait quoi, cliquer les- sur le coffre. alors toi, attends, je t'explique, tu peux l'attaquer quand même. Fireball, tu peux lui détruire un de ses trésors, donc tu fais ça. Voilà, alors, voilà, et tu fais bien ton geste. Voilà. Par contre là, Et moi, je lui me il peut suis se défendu. défendre. Donc ton lui- attaque, elle est ratée. Voilà. Par contre, c'est quand même un jeu de stratégie. Lui, pendant 2 tours, il pourra plus se défendre parce qu'il a plus assez de mana. Chaque sort a un nombre de tours pour se régénérer. Voilà. Très bien. Donc le principe est tout ça. Et on le trouve où le jeu? Alors on le trouve partout en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et alors le jeu est disponible. sur Attendez, l'Apple c'est vous, Store. vous êtes français? Ouais, on est français, mais Vous avez fabriqué ce jeu en France? et tout est que aux États-Unis, voilà, parce qu'en fait on a passé un accord avec Hasbro qui distribue nos jeux et qui sort Monopoly, Battleship et aussi Cityville de Zynga avec Ah oui nos technos à nous. Mais comme ce sont des Américains, ils testent d'abord le marché sur le territoire nord-américain en fait. Très bien. Alors par contre, si vous êtes fan, le jeu, il est très bien honnêtement. C'est nous qui l'avons fait. Hein. Ouais, il est Non, bien, non, mais- il est bien. non, mais enfin honnêtement, en tout cas, gros succès ici. Ouais. L'application est gratuite. Hein. Vous pouvez la télécharger même en France et vous pouvez jouer au premier niveau avec les doigts. D'accord. Et après, si vous êtes vraiment fan, vous pouvez l'acheter sur Amazon.com. Vous avez un QR code? Non, mais Très bien. On n'a pas de QR code. Voilà, Très bien. On n'aime pas ça. On aime bien les QR codes dans 120%. Et je vais faire un truc qui est vraiment pas télé, mais j'ai complètement oublié ce que je dois envoyer. Voilà, la critique d'Epic Mickey. Voilà. Sorti en fanfare il y a tout juste 2 ans sur Wii, Epic Mickey avait été une agréable expérience pour tous les possesseurs de la console de Nintendo. Sous la direction de Warren Spector, Ultima Underworld, System Shock, Deus Ex et de son équipe, le jeu de Junction Point avait su trouver son public grâce à un scénario et à une ambiance plus sombre et mature que ce à quoi la souris de Disney nous avait habitués. Et ce, en dépit d'une caméra souvent capricieuse et d'une jouabilité perfectible. Alors que le premier épisode était exclusif à la Wii, pour cette suite, Mickey et le monde de la désolation rejoignent les plateformes HD. Et si le plaisir de la découverte avait grandement aidé à faire passer la pilule des défauts d'Epic Mickey premier du nom, le retour des héros n'aura peut-être pas la même chance. But in the end, he saved Wasteland from total destruction. Après que Mickey et Oswald ont réussi à vaincre le fantôme et le savant fou et à contrer le plan maléfique de ce dernier, Mickey est retourné dans son propre monde et les habitants du monde de la désolation pensaient pouvoir profiter d'une paix bien méritée. Mais alors que la reconstruction bat son plein, un terrible séisme frappe Main Street de plein fouet, détruisant tout sur son passage. Le savant fou fait alors son apparition en pleine panique générale et à la grande surprise de tous, prétend avoir changé du tout au tout. Il voudrait désormais racheter son comportement passé et aider à sauver le monde de la désolation. D'abord dubitatifs, les Toons dans leur désespoir finissent par décider de faire table rase du passé et de lui accorder leur confiance. Mais la fiancée d'Oswald et Gus le Gremlin, méfiant, décident de trouver un moyen de faire revenir Mickey afin que lui et Oswald mènent l'enquête et découvrent ce qui se passe réellement dans le monde de la désolation. How about we try to get to the bottom of this? Where is the Mad Doctor? Oh, hurry, boys! The place is crumbling! On retrouve dans Epic Mickey le retour des héros tous les principes de gameplay fondateurs de son aîné. Toujours muni du pinceau magique de Yensid, Mickey pourra à sa guise projeter de l'encre ou du dissolvant sur les décors et les ennemis afin de transformer le monde selon son bon vouloir, faisant ainsi apparaître ou disparaître les nombreuses plateformes, murs ou coffres qui parsèment son chemin. Les ennemis quant à eux pourront toujours être amadoués en les badigeonnant de peinture ou effacés en les aspergeant de dissolvant. On retrouvera cette dualité réparation-destruction dans tout le jeu, les énigmes ayant souvent 2 résolutions possibles et ouvrant des routes parfois différentes à travers les environnements du jeu selon le choix qu'on a fait. Mais le principal ajout est bien la présence d'Oswald, qui accompagnera Mickey en permanence lors de son périple. Yeah, I know how to
Et là où Mickey manie le pinceau magique avec brio, Oswald lui joue de la télécommande afin notamment d'alimenter en électricité les mécanismes de certains puzzles. Mais il pourra aussi à l'occasion reprogrammer les robots du savant fou qui sont pour certains devenus agressifs pour une raison inconnue depuis le séisme. Oswald le lapin est également capable de planer quelques secondes en faisant tournoyer ses oreilles, permettant ainsi au duo, lorsque Mickey s'accroche à ses chevilles, de traverser de larges ravins, à la manière d'un célèbre écureuil mutant à double queue et de son pote le hérisson Super Saiyajin. On pourrait également noter quelques autres nouveautés qui apportent un peu de variété à l'ensemble, comme l'encre invisible qui rend, invisible quoi, hein, et l'encre indélébile qui recouvre d'une armure rutilante, protégeant temporairement contre le dissolvant. Ces deux types d'encre sont cependant malheureusement sous-exploités et restent assez anecdotiques au fil du jeu. On pourrait dire la même chose des schémas de fées que l'on rassemblera petit à petit, schémas qui donnent par exemple la possibilité de faire apparaître une enclume pour écraser des ennemis ou servir de marchepied, faire apparaître une télé pour distraire les ennemis, ou bien faire flotter l'objet visé afin de le déplacer plus aisément. Ces effets, aussi sympathiques soient-ils lorsqu'on les obtient pour la première fois, sont très dispensables et l'on oubliera souvent jusqu'à leur existence. Dommage. Hey Mickey, welcome back to the Wasteland Museum. Lorsque l'on lance Epic Mickey, le retour des héros pour la première fois, la première chose que l'on remarque est que tous les toons du monde de la désolation ont désormais des voix, au lieu de me comme dans le premier épisode. Et, ce qui ne gâche rien, le doublage est de très grande qualité en français comme en anglais. Car, et l'initiative est malheureusement trop rare à une époque où la capacité des supports de stockage utilisés le permettrait pourtant facilement pour tous les jeux, Epic Mickey 2 donne la possibilité de choisir la langue des voix et des textes librement. Alléluia, comme qui dirait. Mais laissons de côté l'obsession personnelle du rédacteur pour en revenir à des considérations plus générales. Et c'est là que le bas commence sérieusement à blesser, parce que côté technique, le constat est tout de suite un peu moins glorieux. Si les graphismes ne sont pas vilains à proprement parler, loin de là, ils sont cependant très loin de ce que peuvent offrir les consoles de Sony et Microsoft, la faute sans doute au choix de la Wii en tant que master version. Si l'on ajoute à cela un framerate parfois hésitant, on obtient un cocktail pas toujours très agréable à l'œil. Il y a cependant un net progrès sur la gestion de la caméra par rapport au premier épisode. On n'est plus jamais caché par le décor sans aucun contrôle sur l'angle de vue. Cependant, tout n'est pas non plus idéal, et il arrive de temps à autre qu'il soit difficile d'estimer les perspectives et que l'on saute plus ou moins au hasard, en croisant les doigts, pour atteindre sans encombre le rebord visé. On a en outre, si tant est qu'on s'est essayé au premier Epic Mickey, une impression tenace de déjà-vu, les environnements traversés ayant souvent déjà été aperçus dans l'épisode précédent. Il est néanmoins agréable de constater qu'à la différence du premier épisode, les changements que vous ferez subir au décor se maintiendront d'une visite à l'autre. Fini l'impression d'avoir tout repeint ou tout dissous pour rien, on a maintenant le sentiment que ça vaut la peine de passer chaque centimètre carré de la map au pinceau. Quant à l'ajout de gameplay principal de cette version, Oswald, il est très appréciable de l'avoir à ses côtés en mode coop. À deux, l'écran se divise en deux verticalement et chacun des joueurs dirige l'un des héros. Il est alors possible de progresser en parfaite synergie, les puzzles à résoudre pour avancer, nécessitant bien souvent d'utiliser ensemble les pouvoirs et capacités de Mickey et d'Oswald. En solo en revanche, l'expérience est tout autre. On sera ainsi souvent confronté à un pathfinding complètement à la rue, qui poussera Oswald à courir en rond, à se jeter du haut des précipices, ou à essayer de traverser les murs. Ou à des scripts qui le feront soit être contre-productifs en attaquant les ennemis qu'on essaie de pacifier à coups de peinture, soit rester les bras ballants alors qu'on a besoin de lui pour activer un mécanisme ou pour ranimer Mickey lorsque ce dernier s'est trop fait toucher. Et lorsqu'il se décide enfin à faire ce qu'il faut, on retombe sur le problème du pathfinding déficient. En bref, l'IA d'Oswald fait en sorte qu'on a régulièrement besoin de respirer un grand coup pour reprendre son calme et se retenir de le traiter de tous les noms. Surtout qu'il est impossible de prendre le contrôle d'Oswald lorsque l'on joue seul, c'est l'IA ou rien. Et pour finir, les combats contre les boss sont souvent bien trop longs et frustrants, car la hitbox de Mickey est gigantesque, tandis que celle des ennemis est minuscule en comparaison. On se retrouve donc souvent à devoir recommencer plusieurs fois un combat contre un boss, affublé d'un véritable boulet en la personne d'Oswald. Tout n'est pas acheté dans Epic Mickey 2 cependant. L'histoire, si elle s'avère moins sombre et plus légère que celle de son aîné, est agréable à suivre grâce aux magnifiques cinématiques la mettant en scène, utilisant parfois le moteur du jeu, parfois des séquences en dessin animé pleines de charme. Le savant fou, quant à lui, fera honneur aux traditions musicales des films Disney en ne s'exprimant que par le biais de chansons toujours très réussies et très plaisantes. I was an evil, greedy toon, but that was long ago. Peut-être plus plaisante en VO cependant, mais l'adaptation française étant de grande qualité elle aussi, tout n'est qu'affaire de goût personnel ici.
Les habitants du monde de la désolation, eux, vous confieront moult missions et quêtes qui feront perdre des heures et des heures aux complétistes voulant tout voir et tout accomplir. Trouver les Mickey et Oswald cachés dans les décors, comme dans les vrais parcs Disney, prendre en photo des panoramas bien précis, délivrer les gremlins emprisonnés cachés dans les coins les plus reculés des décors. Au fil de ses pérégrinations, Mickey trouvera également de nombreux éléments de costume qui lui procureront divers avantages, comme par exemple la tenue de magicien qui augmente la quantité de peinture et de dissolvant qu'il pourra utiliser avant d'être à sec. Il y a donc énormément de choses à voir et à découvrir dans Epic Mickey, le retour des héros. Il est d'autant plus dommage que ses défauts, et notamment son IA catastrophique, empêchent le jeu d'atteindre son véritable potentiel. Juste derrière moi, là, vous le voyez pas, mais il y a une fille qui joue, elle s'appelle Kayade. C'est une championne du monde de jeux de baston. Elle est super forte au jeu de baston en général. Et je vais jouer contre elle. Et donc je pense que je vais la battre. Et en plus, si on la bat, on gagne des cadeaux. Donc voilà, j'y vais. Excusez-moi, pardon. Alors, tu es forte à Street Fighter aussi, c'est ça? Oui, Street Fighter, Soul Calibur 5 et Dead or Alive 5. Dead or Alive aussi, ok. Bon, j'aurais préféré Street Fighter parce que là, je pense que vraiment, je vais me faire défoncer. Mais bon. Tu joues avec la meuf avec les pouvoirs magiques. Est-ce que si je te parle, je peux plus gagner en même temps? Peut-être. Genre faire comme ça, hop. Alors, et sinon, t'habites où? Parce que t'es très mignonne. T'es étudiante sur Montpellier? À Paris? Ah bah j'habite Paris justement. Ça tombe bien, non? Attends, on pourrait se revoir. Ah, mais non, elle me laisse plus rien faire. Au début, tu laisses jouer pour rigoler ou Tu pourrais pas me laisser te taper un peu? Voilà. Ah non, bon d'accord. Regarde là, regarde. Voilà, alors là, normalement, si elle gagne, elle gagne. Mais je pense que là, c'est mon round. Ah ouais, d'accord, ah ouais. Ah ouais, un super coup, d'accord. Très bien. Je t'ai touché. Voilà, super, merci beaucoup, c'était très intéressant. Au revoir. On va regarder Retro and Magic, parce que moi, les vieux jeux, je suis le meilleur. Merci. Les années 80 représentent une période dorée pour l'évolution du genre RPG. Ultima et Wizardry ont montré la voie, et d'autres séries vont apporter chacune à sa manière une pierre à l'édifice du jeu de rôle sur ordinateur. L'une de ces séries est celle des Bard's Tale. Lorsque Brian Fargo, charismatique fondateur d'Interplay, lance le projet qui deviendra le premier Bard's Tale, c'est avec l'objectif assumé de créer une alternative à Wizardry. 4 ans après ses débuts, la série de Sir Tech continue en effet de jouir d'une immense popularité sur ordinateur, alors que son gameplay n'a pour ainsi dire pas évolué. Brian Fargo veut créer un jeu similaire à Wizardry, mais plus simple, plus fun et plus accessible. Le projet est confié au game designer Michael Cranford, et c'est ainsi qu'en 1985 sort Tales of the Unknown Volume 1, The Bard's Tale. Il est d'ailleurs amusant de noter que Tales of the Unknown était alors supposé être le nom de la série, et The Bard's Tale uniquement le sous-titre du premier épisode. Au final, c'est ce sous-titre qui marquera les esprits. Comme Wizardry, Bard's Tale est un jeu de rôle à la première personne se déroulant dans un monde médiéval fantastique. Le joueur prend la tête d'une équipe de valeureux aventuriers, parmi lesquels on retrouve les classes habituelles, guerriers, paladins, mages, prêtres ou évidemment bardes.
L'objectif du joueur est de libérer la ville de Skarabrae de l'emprise du sorcier maléfique Mangar qui a plongé la cité dans un hiver éternel. Au passage, Skarabrae est le nom d'un célèbre site archéologique, les ruines d'un village de l'âge néolithique se trouvant dans l'archipel des Orcades au large de l'Écosse. Voilà pour la petite leçon d'histoire. L'originalité de Bard's Tale par rapport à Wizardry est le fait que le jeu se déroule à ciel ouvert dans un environnement urbain plutôt qu'intégralement dans l'obscurité poisseuse d'un donjon. Toutefois, cette différence n'est qu'esthétique car le gameplay reste du pur dungeon crawling. Bard's Tale propose toutefois quelques petites différences et nouveautés, comme par exemple l'utilisation de points de magie qu'il faut dépenser pour lancer des sorts, là où Wizardry utilisait le système de mémorisation hérité de Donjons et Dragons. Autre spécificité de Bard's Tale, le bard justement. Celui-ci est capable de jouer différentes mélodies pour buffer le reste de l'équipe, et sa musique sera instrumentale, haha, pour franchir certaines énigmes. Malgré ces innovations, l'accessibilité dans Bard's Tale restait encore limitée. Le joueur devait taper le nom de ses sorts pour pouvoir les lancer, et en l'absence d'automap, la carte de Skarabrae fournie avec le jeu n'était pas de trop pour se repérer dans la bourgade. Bard's Tale remportera un immense succès, devenant ainsi le premier hit d'Interplay. Michael Cranford et l'équipe d'Interplay se remettent rapidement au travail et commencent à plancher sur la suite de The Bard's Tale. Le projet porte d'abord le nom Tales of the Unknown Volume 2, The Archmage's Tale. Mais constatant que tous les joueurs font référence au premier épisode uniquement sous le nom Bard's Tale, Interplay décide finalement d'appeler le jeu The Bard's Tale 2. The Bard's Tale 2 encourage le joueur à importer son équipe d'aventuriers du premier épisode. Sur Apple II, le jeu permet même d'importer une sauvegarde de Wizardry ou d'Ultima 3. Évidemment, on peut aussi commencer avec une équipe débutante, mais le jeu fait spécifiquement référence au fait qu'il s'agit des mêmes héros, forcés de repartir au combat contre un mal encore plus grand. Après avoir oxy Mangar et libéré Skarabrae, les aventuriers sont contactés par le mage Saradon qui a entendu parler de leurs exploits et a grand besoin de héros. Il se trouve qu'un autre enchanteur malfaisant, Lagod Zanta, a brisé en 7 morceaux le sceptre de la destinée. Évidemment, ce sera au joueur de récupérer les 7 fragments et régler son compte au vilain. The Bard's Tale 2 est beaucoup plus ambitieux que son prédécesseur. Le jeu n'est plus confiné à l'enceinte d'une ville, mais propose d'explorer une vaste région, dans laquelle le joueur pourra visiter pas moins de 6 bourgades. Le jeu comporte 25 donjons et une plus grande variété d'ennemis. La plupart des fans le considèrent comme le meilleur épisode de la série. The Bard's Tale 3 reprend quelques temps après la fin du deuxième épisode. Les aventuriers reçoivent une lettre les informant qu'en leur absence, la cité de Skarabrae a été réduite en cendres. Il s'avère que Mangar, le méchant du premier épisode, était le serviteur d'un dieu du mal, Tarjan. Quelque peu mesquin, Tarjan a attendu l'anniversaire de la victoire des aventuriers pour dévaster Skarabrae en représailles. Utilisant un camp de réfugiés situé aux portes de la ville comme quartier général, les aventuriers partent en croisade contre le dieu fou. S'il ne révolutionne pas la formule des 2 premiers épisodes, The Bard's Tale 3 se modernise en permettant par exemple de choisir ses sorts dans une liste à choix multiples, plutôt que d'avoir à taper leur nom à la main. Le jeu gagne également un système d'automap similaire à celui de Might and Magic 2 sorti la même année, qui se révélera salutaire. En l'absence de Michael Cranford, retourné à l'université étudier la philosophie et la théologie, c'est une nouvelle équipe créative qui pilote ce 3e épisode. Parmi eux, Michael Stackpole, futur romancier à succès, qui signe les textes du jeu. La narration et les énigmes prennent donc davantage d'importance et se révèlent l'une des grandes forces de cet épisode en l'absence de réelles innovations. Le jeu est toutefois assez étrange, puisqu'avant d'atteindre Maléfia, la dimension où se terre Tarjan, l'équipe d'aventuriers devra traverser diverses époques et mondes parallèles, comme par exemple la Rome antique ou l'Allemagne nazie. En tout, le jeu compte 84 donjons. Il y avait donc de quoi s'occuper. The Bard's Tale 3 ayant conclu la trilogie de Skarabrae, Interplay décide de mettre à disposition des joueurs les outils leur permettant de concevoir leurs propres aventures avec le moteur de Bard's Tale. The Bard's Tale Construction Set inclut également une courte aventure où le joueur devait explorer la ville d'Isiltania et vaincre le culte de l'étoile. Enfin, The Bard's Tale Construction Set marque les débuts à Interplay de Tim Kaine, futur co-créateur de Fallout, et Fergus Urquhart, futur fondateur de Black Isle Studios et Obsidian Interactive. Il fallut attendre plus de 10 ans avant d'assister au retour du Bard, du moins en jeu vidéo, car pas moins de 8 romans Bard's Tale furent publiés entre 1992 et 1998. Ayant quitté Interplay au début des années 2000 pour fonder un nouveau studio, Inxile Entertainment, Brian Fargo décide de revisiter son premier succès en réalisant un nouveau jeu estampillé The Bard's Tale. Mais ce conte du Bard cru 2004 n'a pas grand chose à voir avec la trilogie originale.
Il s'agit cette fois-ci d'un hack and slash en 3D basé sur le moteur de Baldur's Gate Dark Alliance. Autre subtilité, si Fargo a pu redéposer le nom The Bard's Tale, il n'a à l'époque pas récupéré les droits sur les premiers épisodes détenus par Electronic Arts. The Bard's Tale version 2004 n'est donc pas une suite ou un remake de l'original, du moins pas officiellement, car le barde fera tout de même une référence oblique au fait d'avoir affronté des enchanteurs fous et libéré des villes piégées dans un univers surnaturel, et le jeu se déroule dans l'archipel des Orcades, là où se situent les ruines de Scarabray dans le monde réel. Malin. Dans The Bard's Tale version 2004, on n'incarne plus un groupe de héros, mais un seul protagoniste, le barde. Un aventurier cynique et vénal qui ne s'intéresse qu'à deux choses, l'argent et les femmes. I'd be only too happy to handle anything you'd like to heave my way. Au cours de ses errances, il rencontre l'esprit de la princesse Calais, qui explique être prisonnière d'un druide maléfique nommé Fiona Hawk. Séduit par la promesse de faire d'une pierre deux coups, si j'ose dire, le barde entame sa quête. Le jeu ne brille pas particulièrement par son gameplay, un brin mou et ennuyeux, mais se démarque par son humour particulièrement efficace. Fargo s'y moque allègrement de tous les clichés habituels des RPG, au travers de remarques sarcastiques du barde lui-même, doublé par l'acteur Cary Elwes, ou du narrateur qui commente les actions du joueur de manière sardonique et désabusée. Le jeu est également ponctué de chansons de taverne souvent hilarantes. 2, 3, 4, 5. À défaut de vraiment s'amuser, on rigole donc beaucoup. The Bard's Tale n'est donc pas pour tout le monde, et est à réserver à ceux qui aiment leur RPG caustique comme leurs hommes. Brian Fargo a finalement récupéré les droits sur la première trilogie Bard's Tale, et tous les épisodes de la série sont désormais disponibles sur tablette et smartphone, donnant une bonne occasion de se lancer dans une carrière de barde. Donc, c'est le dernier plateau, mais avant de dire au revoir, je voulais présenter ton jeu. Alors, enfin, ton jeu, votre jeu, on va dire. Et alors, qu'est-ce que c'est? Explique un petit peu. Alors, Drakers, c'est un jeu de cartes à collectionner en réalité augmentée, qui mélange jeu de cartes, jeu PC, jeu vidéo et jeu de plateau. On incarne un Drakers, qui est un éleveur de dracos, un chevaucheur de dracos. D'accord. Ce sont des créatures chimériques, draconiques. D'accord. Et donc, on va jouer à un jeu de cartes en se battant contre un autre Draco, c'est du 1 contre 1. Sur PC? Sur PC. D'accord. En réalité augmentée, donc on joue avec des vraies cartes. Les cartes, on les achète, on les trouve comment? Les cartes, on les achète. On a un premier deck free qui est offert pour tester le jeu, pour se familiariser avec le concept. Et après, on peut acheter des cartes, actuellement en pré-vente. Et le jeu, après la sortie du jeu, on pourra acheter des cartes sur le shop. Et ça se joue, on peut pas jouer tout seul, c'est uniquement contre des gens? On a un mode solo qui est le mode histoire. D'accord. On a aussi des bots pour s'entraîner, donc une IA. Et sinon, ça se joue contre un autre joueur, avec un classement en ligue, un jeu aussi compétitif, où on peut arriver en haut du classement, une customisation de son Draco, des titres, plein de choses à débloquer de partout. D'accord. Donc on est entre du MMO et du jeu de cartes de compétition. C'est ça. Parfait. Bon, on regarde un petit peu. Puis moi, je vais rentrer dans mon 120% à Paris. Voilà, ce 120% est terminé. Et moi, je vous dis sayonara, see you again, adios, bye bye, ciao ciao. Cron, je te fais la bise.